du Majestic pour l'audition des 4 têtes de liste candidats organisées par les shifters Pays du Mont-Blanc. Je m'appelle Noëlle Catella, je suis chamonniarde et en tant que shifter, avec le groupe, il nous a semblé important qu'on puisse partager ensemble les propositions des candidats sur les enjeux énergie-climat. Alors, avant de commencer, je voudrais juste remercier d'abord les candidats qui se sont prêtés au jeu, parce que les shifters sont assez stricts sur le format de l'audition et Stéphane vous l'expliquera dans quelques minutes. Je voudrais également remercier Monsieur le maire, Monsieur Fournier, parce que lorsque j'ai fait la demande de cette salle, il a proposé spontanément de nous la mettre à disposition gratuitement. Je voudrais également remercier, bien sûr, les médias Dauphiné Libéré et Globule Radio et également tous les influenceurs qui ont relayé notre événement. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez aussi en profiter comme nous. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, éteindre vos portables. Cette audition débat sera filmée, mais filmée pour les candidats, pas le public, et elle sera diffusée sur la chaîne nationale des shifters. Voilà, maintenant je laisse la parole à Stéphane, qui va s'occuper de l'animation de cette session, qui va vous présenter donc les différents intervenants et vous expliquer aussi les règles d'audition qu'on leur a imposées. Merci. Merci Noëlle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici donc au Majestic à J-10 de ce premier tour des élections municipales ici à Chamonix, mais pas seulement, sur l'ensemble des 36 000 communes de France, 15 et 22 mars, premier et deuxième tour de ces élections avec des sujets, vous l'imaginez, très divers, très concernants aussi, et comme l'a précisé Noëlle, l'occasion c'était de pouvoir organiser, se retrouver ici avec les 4 têtes de liste, puisque vous le savez, ce sont des listes qui sont soumises au vote, puisque l'aventure effectivement d'une municipalité, c'est bien sûr une aventure collective et pas seulement une aventure personnelle. Et heureusement, l'occasion était donc toute trouvée pour pouvoir, au travers d'échanges, de dialogues, d'éclairages bien sûr, d'aller sur des sujets qui sont très concernants ici et qui vous concernent. Et je crois que votre présence ici montre à quel point ces sujets sont très concernants. C'est des sujets, vous le savez, qui font coïncider le bout de la rue ici, mais pas seulement, le bout du monde aussi. Et au travers d'une organisation, à l'initiative des shifters, et on aura quelques mots autour de cette organisation que certains connaissent, d'autres en partie et d'autres pas du tout, pouvoir effectivement écouter les différents candidats, têtes de liste, candidates également sur ces sujets-là. On aura évidemment l'occasion de pouvoir les détailler ensemble. 2 grandes thématiques donc ce soir, énergie et climat, avec un fonctionnement spécifique, et Noëlle l'a en partie précisé, un fonctionnement d'audition. 5 questions ont été libellées, elles ont été adressées aux différents candidats avec suffisamment d'avance pour pouvoir travailler effectivement des réponses qui seront condensées dans un timing relativement serré, 3 minutes par question et par candidat, avec un tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques minutes sur l'ordre des différentes prises de parole. Ces 5 questions s'organisent plutôt en 3+2, 3 questions véritablement axées autour de l'énergie et du climat, et puis 2 thématiques plus larges, mais évidemment interdépendantes des premières, autour du tourisme, mais aussi du logement. À la fin, effectivement, de ces différentes prises de parole, nous aurons une quinzaine de minutes pour échanger avec l'ensemble des candidats. Un débat aussi, bien sûr, pour pouvoir connaître leurs aspirations, comment aussi ces thématiques s'inscrivent dans leur propre campagne. Et nous finirons évidemment cette soirée aux environs de 20h. Et vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, d'échanger plus simplement encore et plus en direct avec les 4 candidats qui resteront pour répondre à certaines de vos questions, de vos interrogations, pour aller plus loin sur tel ou tel sujet. Nous serons évidemment aux environs de 20h, et comme l'a dit Noëlle, c'est l'heure à laquelle vous n'oublierez pas de rallumer vos téléphones portables. Je vous remercie.
Avant peut-être de commencer, quelques mots sur les shifters, organisation, association d'intérêt général qui est engagée dans la transition bas carbone et qui est à l'initiative de cette soirée ici à Chamonix. Il y en a eu d'autres, notamment à Montpellier, à Grenoble, à Toulon également. Et pour aller un petit peu plus loin et mieux connaître cette association, merci d'accueillir Hélène Billon-Grand, qui est administratrice des shifters. Mesdames, Messieurs, Hélène Billon-Grand. Bonsoir. Alors, on se demandait jusqu'à 17h si on allait être 10 ou 180. Bon, apparemment, on est plutôt autour de 250. Donc, c'était plutôt une bonne idée de vous inviter à ce débat. On est ravis, enfin, Noël l'a déjà dit, mais je le redis quand même, que vous soyez aussi nombreux. On sait que les sujets de transition sont importants pour les chamoniards et chamoniardes, mais là, ils ont l'air d'être vraiment très importants. Donc, je m'appelle Hélène Billon-Grand, je suis administratrice de l'association The Shifters. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui connaît déjà notre association? Pas mal. Alors, du coup, la majorité des gens ne connaissent pas, donc je vais quand même un peu expliquer. Donc, vous avez un super schéma à l'écran. Si vous n'arrivez pas très bien à lire, je vous explique. Donc les Shifters, c'est une association qui est l'association cousine du Shift Project, qui est présidée par quelqu'un d'assez médiatique qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, donc qui est un ingénieur qui travaille depuis de très nombreuses années sur la transition et la transition. Et donc ce Jean-Marc Jancovici est président du Shift Project, qui est un think tank financé par des entreprises, qui écrit des rapports. Donc il y a par exemple le rapport sur la résilience des territoires qui comporte une partie sur la montagne, donc que certains dans la salle ont peut-être déjà lu, et tout un tas d'autres rapports sur d'autres thématiques. Actuellement, par exemple, ils travaillent sur la décarbonation de l'alimentation. Ils ont précédemment travaillé sur la décarbonation de la mobilité, de la santé, de la culture, etc. Notre association, qui s'appelle The Shifter, est une association à l'inverse 100% bénévole, financée par les adhésions de ses membres, et qui a pour objectif de diffuser les travaux du Shift Project. Donc juste après, vous allez voir, il y aura des slides qui sont issus des rapports du Shift. Et est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà, donc nous, on est 8000 adhérents et 20 000 sympathisants, donc ça fait beaucoup de monde, dont certains dans la vallée de Chamonix et partout en France. On est répartis sur le territoire en groupes locaux, donc si ça vous intéresse ce qu'on fait ce soir, n'hésitez pas à nous rejoindre et à du coup échanger avec Noël et les autres shifters de la vallée du Mont-Blanc. Le groupe local s'appelle exactement le groupe local Pays du Mont-Blanc. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je pense que les personnes qui suivront expliqueront la suite. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Hélène Billon-Grand, donc administratrice des Shifters. Nous avons souhaité ce soir ne pas se contenter simplement de tirer des constats que vous connaissez, et cependant nous allons quand même en rappeler certains, et pour cela je vais demander à Jean-Claude Razel, qui est lui membre du groupe ici à Chamonix, membre local des Shifters, et qui va venir ici pour, en quelques mots, mais aussi en quelques chiffres clés, dresser ce constat que certains connaissent, mais l'idée c'était de pouvoir, voilà, d'ores et déjà planter un certain décor, un décor connu, avant effectivement d'entendre chaque candidat, chaque candidate sur les différentes questions. Mesdames, Messieurs, Jean-Claude Razel. Merci beaucoup Stéphane. Donc effectivement, vous avez vu sur la slide que les Shifters est une organisation qui est quand même très basée sur des questions scientifiques. Donc on a un certain nombre de constats qui sont les fondements un peu de l'organisation qu'on a voulu proposer pour ce débat. Le premier constat, c'est que donc, comme vous le voyez à l'écran, en fait, il y a un consensus scientifique. Alors je dis bien scientifique, pas nécessairement sociétal ni politique, mais sur le fait que le dépassement des limites planétaires et, en l'occurrence, plus particulièrement du climat, eh bien, est lié aux activités humaines. Donc à partir du moment où on part de ce constat-là, on se dit il va falloir adapter, il va falloir modifier, il va falloir atténuer nos actions pour pouvoir transformer un peu cette réalité de réchauffement. Et donc constat numéro 2, eh bien, ces activités humaines sont fondées sur l'utilisation en particulier d'énergies fossiles, dont la combustion dégage du CO2 et qui provoque par effet de serre un réchauffement. Alors le réchauffement, il est constaté aujourd'hui à 1,2 degré de plus par rapport aux températures pré-révolution industrielle.
Et c'est vrai que 1,2 degré, ce n'est pas tellement pédagogique, mais la bonne analogie qui fonctionne bien, c'est de se dire que, imaginons que la planète, c'est le corps humain. Donc si le corps humain, on est à 37 degrés, eh bien aujourd'hui, on est à 38,2. Donc la planète est à 38,2 de température. Et 38,2, c'est déjà quand même une température où on ne se sent pas très très bien. Et certaines projections parlent de 40, 41 degrés de température pour la planète. Et ça, on le sait bien, ça commence à poser problème. Et puis, on avance plus particulièrement sur les territoires qui nous concernent, c'est-à-dire constat numéro 3, eh bien, les territoires de montagne, et puis en l'occurrence, surtout Chamonix. Et puis, sur Chamonix, on est quand même déjà plutôt à plus 2. Donc, à Chamonix et dans les Alpes, on est déjà à 39 degrés de température. Et 39 degrés de température, ce soir, vous ne seriez pas là. Et d'ailleurs, on vous remercie de votre présence. Mais si vous aviez 39 de fièvre, vous seriez à la maison en train d'essayer de faire tomber la température. Certaines projections parlent de 41, 42 degrés. Et là, on le sait, à 42 degrés, eh bien, on va directement à l'hôpital parce que ça devient très, très sérieux. Donc voilà, sur ces questions-là et sur ces constats-là, eh bien, on fonde le débat en disant de cette situation dont il faut sortir, eh bien, il faut des actions. Et les actions, c'est ce dont les candidats vont pouvoir nous parler sur les 5 thèmes qui ont été choisis pour la soirée. Voilà pour les constats. Bon débat à tous. Merci pour la présence et merci aux candidats. Merci beaucoup. Les grandes lignes et quelques chiffres, et notamment cette analogie avec le corps humain particulièrement parlante. Je vous le disais, les 4 candidats en lice pour les prochaines années ont répondu présent à cette invitation. Nous allons le recevoir d'ici quelques instants. Jonas Devoissou, tout d'abord, qui va nous rejoindre sur scène. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous installer. François-Xavier Lafin, également présent ce soir. Bonsoir et bienvenue. Merci de prendre place. Sophie Persin, bonsoir, bienvenue. Merci de prendre place ici au Majestic. Et enfin, Xavier Roseren, bonsoir et bienvenue. Merci de prendre place ici. Merci à vous 4 donc d'avoir accepté cette invitation, mais aussi et surtout les règles de ce cadrage qui vous a été communiqué, le cadrage d'audition. Pour rappel, donc 5 questions au total, mais plus un 3+2, 3 questions ou 3 thématiques très en lien avec les 2 thématiques fortes, énergie et climat, autour du climat, de l'énergie et de la gouvernance, et puis ensuite 2 thématiques interdépendantes des 3 premières, autour du logement et du tourisme. Je l'ai dit, un tirage au sort a été organisé avant le début de cette soirée pour que chacune ait un ordre de passage non défini par l'ordre alphabétique. 3 minutes par question et par candidat. Merci de respecter au mieux ce timing qui sera forcément aussi global, puisqu'en fonction effectivement des réponses des uns et des autres, certaines secondes, dans un sens ou dans l'autre, seront effectivement répercutées sur les questions à venir. Je vous propose de passer d'ores et déjà à la première question autour du climat et de l'adaptation. Je vais vous lire ce texte puisqu'il est assez précis. Le massif du Mont-Blanc est impacté par le dérèglement climatique, fonte des glaciers, éboulements, vulnérable aussi aux risques naturels, inondations, érosion, glissement de terrain. C'est aussi un territoire, et vous le savez, mondialement connu, qui peut faire donc école. Et cette première question, la voici. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour adapter Chamonix au dérèglement climatique et protéger la biodiversité et la population? Pour répondre en premier lieu, je vous propose donc maintenant de démarrer effectivement dans cette ligne d'audition avec vous, Monsieur Raffin. Bonsoir à tous, donc j'ai la chance de parler en premier. Donc 3 minutes sur des sujets comme ça, vous comprendrez que parfois on va peut-être être un peu succinct ou un peu rapide, mais les règles sont les règles. Alors, bonsoir, merci. La question, le climat, l'évolution, mais surtout, quelles actions nous allons engager dans la prochaine mandature de façon à effectivement répondre à l'urgence que nous ressentons tous, nombreux ce soir. Première action concrète, il va falloir que nous fassions un nouvel ancrage sur le territoire en rassemblant l'ensemble des forces scientifiques, comme il vient d'être appelé, des forces de l'État, des forces des associations, des forces des privés qui sont ici autour de la table. L'ancrage local est quelque chose qui va devenir essentiel pour pouvoir résister aux prochaines turbulences qui pourraient venir nous impacter, et quelques-unes sont déjà en cours. Cet ancrage local, il est effectivement important
développé et il évolue et la recherche avance avec différents groupes. Le CREA, Aster, les consorts, la préfecture, tous ces gens-là doivent être réunis pour aller vers le même sens. Ensuite, nous allons devoir nous baser sur des données scientifiques. Les données scientifiques que nous avons dans la vallée et que nous avons à notre disposition de façon à raisonner sur quelque chose de certain qui a été travaillé et qui nous permettra de nous orienter dans les bonnes directions. À cet égard, je vous invite à lire le travail d'un chercheur qui s'appelle Olivier Amand, qui a fait toute une recherche sur la performance pour évoluer et la robustesse que doivent avoir nos sociétés dans les prochaines années si l'on veut pouvoir faire face justement à tous ces défis qui vont se présenter à nous. D'une façon plus concrète, parce que le temps passe, qu'est-ce que nous vous proposons aujourd'hui de réaliser sur la collectivité pour rentrer dans et apporter des solutions? Il nous faut développer des supports de bonne conduite chez nos visiteurs, chez nos néo-habitants, comme chez tous les opérateurs de la vallée. Il nous faudra créer à l'entrée de ville un centre moderne d'interprétation et de sensibilisation pour faire comprendre à nos visiteurs où ils sont, notre histoire et leur impact à l'occasion de leur venue dans notre ville. Créer une application prédictive sera également nécessaire, comme celle que vous utilisez sans doute nombreux d'entre vous lorsque vous décidez de traverser le tunnel du Mont-Blanc, de façon à avoir une prédiction sur la fréquentation qui est la semaine prochaine, le jour suivant, dans 15 jours, à l'aide de différentes données dont nous disposons, fréquentation hôtelière, fréquentation des remontées mécaniques, la météo, j'en passe et les meilleurs. Donc nous aurons cette fréquentation prédictive. Ensuite, il nous faudra développer bien évidemment un plan de gestion de ressources de l'eau et une planification hydrique à long terme. Toujours rester vigilant sur les zones humides, la biodiversité, la place réservée à l'agro-pastoralisme dans notre vallée. Engager la construction d'infrastructures qui permettront d'améliorer la gestion de la fréquentation touristique. Je pense notamment au parking du Grépon, mais on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, pour finir, très rapidement, j'aimerais juste aborder un point qui est plus un point de vue culturel. C'est une révolution et qui est en marche et que nous devons accompagner. Nous devons donc se préparer à quitter la loi de l'offre et la demande qui considère que la nature est gratuite et illimitée pour entrer dans une nouvelle loi où le besoin de ressources ajoute la nature comme un partenaire. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Sophie Persan, même règle, même timing, 3 minutes, merci. Vous pouvez dépasser aussi, ce sera de toute façon décompté sur les réponses suivantes. Bien dans votre micro, vous avez votre micro sur la table. Il est ouvert. Bonsoir, merci d'être là. C'est rassurant de voir qu'il y a, comme on l'a déjà dit, autant de gens intéressés par l'avenir de notre planète et de notre vallée en particulier. Cela me rassure parce qu'effectivement, ce qui m'a amené à monter le projet citoyen, c'est d'abord un sentiment de colère par rapport à l'écart entre tous les constats que nous donnent les scientifiques et les décisions qui sont prises jusqu'à aujourd'hui dans cette vallée et dans cette commune. Tout d'abord, je voudrais affirmer que si le projet citoyen va se préoccuper effectivement d'adaptation au dérèglement climatique, il compte aussi éviter de l'aggraver et d'anticiper également l'effondrement pétrolier et ses conséquences, ainsi que la pénurie d'eau douce qu'on nous prévoit. Les objectifs, c'est-à-dire d'adaptation et d'éviter d'aggraver, il faut les appliquer de manière transversale à toutes nos activités, qu'elles soient quotidiennes ou touristiques, et à tous les projets d'envergure qu'on envisage. Notre méthode est simple, d'abord faire un état des lieux avec les habitants, puis une consultation sur les vrais besoins pour écarter toute chose superflue et pouvoir faire de la sobriété. Enfin, une planification des actions et de se donner des indicateurs d'efficacité pour mesurer l'efficacité de ces actions. En résumé, nous allons chercher systématiquement, à tous les niveaux, le nécessaire et le suffisant pour avoir une empreinte carbone et une dépense énergétique minimale. Alors, quelles mesures on va mettre en œuvre et quelles recommandations ? En fait, la plupart des mesures à mettre en œuvre et des recommandations, elles sont déjà identifiées par différents plans qui existent à l'échelle de la commune, comme le PLU ou le plan d'aménagement et développement durable.
Elles existent au niveau de la Comcom avec le plan climat, air, énergie territoriale ou le schéma de cohésion territoriale, le SCOT. Et pourtant, ces mesures ne sont pas forcément suffisamment appliquées. Je peux vous donner 2 exemples. Depuis 2020, le plan climat-énergie territoriale préconise le transport en commun gratuit. Et ce n'est pas le cas à Chamonix. La fabrication de biogaz avec la station d'épuration des Ouches est aussi prévue depuis 2020. Et je ne sais pas ce qui a déjà été fait, vu que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de communication au public. Donc, les recommandations sur la protection des haies, des forêts, des prairies en zone urbanisée ne sont pas suffisamment respectées non plus. Donc, du coup, nous, nos actions pédagogiques, ça va être tout d'abord Il vous reste 30 secondes. Pardon ? Il vous reste 30 secondes. Waouh. Notre priorité va être... C'est vrai que c'est la question la plus longue. Notre priorité sera d'abord de former avant tout les élus, y compris moi, et tous les intervenants municipaux pour pouvoir être capables de faire de bons choix, de former les citoyens à l'échelle de leur quartier en mettant en place des conseils de quartier pour pouvoir travailler sur tous ces points, faire une évaluation et des actions. Il y a aussi la prévention des risques qui est évoquée dans cette question. Il faut absolument mettre à jour les plans de prévention des risques en tenant compte des nouveaux risques comme les pluies torrentielles, les éboulements et pourquoi pas les incendies. Combien ? Très rapidement, vous avez déjà dépassé de 15 secondes. Okay. Donc la même chose s'appliquera sur la protection de la biodiversité. Et puisqu'on parle de devenir une référence alpine, il faut qu'on devienne un modèle à suivre et pas un modèle à fuir, comme c'est des fois le cas en ce moment. Merci. Je vous remercie. Beaucoup. Merci à vous. Et donc les dépassements... rassurez-vous, ce sera évidemment un décompte global qui sera fait sur l'ensemble des interventions de chacune et chacun. Jonas de Voissou. Bonsoir à tous. Alors, évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec la dimension collégiale qui a été évoquée par les 2 candidats à ma gauche. On n'y arrivera pas tout seul. La mairie n'y arrivera pas tout seul. On sait qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés. Maintenant, la mairie doit être un vrai moteur. Et c'est aussi ce qui motive notre liste. Globalement, je pense qu'on en a assez, et les shifters l'ont dit dès le départ, de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est fait. Nos glaciers, on les voit fondre. L'enneigement l'hiver, on voit que ça recule, qu'il est de plus en plus compliqué de skier parfois, qu'il y a des périodes de chaud, du fön et des grandes évolutions climatiques qui rendent plus visible, en tout cas, ce changement climatique. Ce qui nous a motivés, c'est de nous mettre en action. Alors, nous mettre en action, c'est large, évidemment, et la transition, il y a énormément de choses qui permettent de la mettre en œuvre. Nous, on a pour volonté d'agir partout, en étant ambitieux là où c'est nécessaire, mais en étant pragmatique aussi. Parce qu'il faut être réaliste, on ne va pas être en capacité de révolutionner l'économie mondiale tout seul. Ça, c'est clair. Donc, là-dessus, le pragmatisme, il va nous aider. Ça veut dire qu'on doit mettre en place des mesures correctives dans les espaces naturels. On doit mieux travailler sur les trames bleues, les trames vertes, la renaturation de certains cours d'eau, par exemple. Et les trames transversales à la vallée aussi, qui permettent d'avoir une meilleure résilience des écosystèmes entre le versant nord et le versant sud. Évidemment, il y a un travail qui va être mené sur la canalisation des flux en altitude. On sait qu'on doit aussi mettre en place des mesures de transformation du tourisme, notamment, en essayant de faire ce que, pour nos touristes, nos visiteurs, c'est un peu différent, en essayant de faire ce qu'appelait Heidi Sevestre de ses voeux, c'est-à-dire les toucher au cœur. On sait que le rapport Meadows est sorti, je crois que c'était hier ou avant-hier l'anniversaire, il est sorti à 54 ans maintenant, et Heidi Sevestre expliquait que peut-être on n'avait pas réussi à en tenir suffisamment compte dans les politiques publiques parce qu'on n'avait pas touché au cœur et que la raison ne suffit pas toujours. Eh bien, nos visiteurs, quand ils viennent ici, ils sont heureux, ils ont des étoiles dans les yeux, ils touchent au cœur. Et l'idée, c'est d'utiliser ça pour ensuite réussir à leur faire aussi entrer de manière raisonnable, en tout cas dans la raison, la nécessité d'améliorer des choses pour lutter contre le changement climatique. Et puis, évidemment, la maîtrise aussi
de nos capacités touristiques, Il vous reste parce 30 que secondes. c'est le levier principal dont dispose la collectivité, c'est de maîtriser ses capacités touristiques. Et donc, l'ensemble des mesures, y compris, évidemment, on a des choses aussi sur le logement et sur le transport, et donc je pense qu'on aura le temps de les détailler après, et l'ensemble de ces mesures-là nous permettra à tous, collectivement, de réussir à aller vers une société qui soit le plus décarbonée possible. Je vous remercie. Xavier Roseraine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci vraiment d'être venus aussi nombreux. Merci aux shifters locaux d'avoir organisé ce débat. Je ne sais pas si vous le faites ailleurs, mais ici, au pied du Mont Blanc, en fait, nous sommes observés et nous devons être exemplaires. Et comme de nombreuses fois, Chamonix doit ouvrir la voie et doit aussi ouvrir la voie sur la transition. Chamonix doit être une ville résiliente. Et face à cette double contrainte du climat et de l'énergie, nous devons planifier dès aujourd'hui la sortie des énergies fossiles pour nos bâtiments, pour nos mobilités, et tout ça en s'appuyant sur des données rigoureuses plutôt que sur des incantations. Pour répondre à la question, on doit surtout aujourd'hui s'appuyer sur la connaissance scientifique pour observer, actualiser, surveiller, anticiper et à la fin pouvoir s'adapter. On a deux protections. On a la protection des milieux naturels. Et là, on a des outils aujourd'hui qui existent et qui fonctionnent bien, qui sont Natura 2000, qui sont nos réserves naturelles avec Aster, mais également l'APHN, cet arrêté de protection qui protège une partie du Mont Blanc depuis quelques années. On doit aller plus loin pour protéger notre biodiversité et on doit continuer avec ces outils. On doit s'appuyer sur des connaissances scientifiques et on a la chance à Chamonix d'avoir le CREA, qui est vraiment un observatoire au niveau de la montagne. Et en plus du CREA, on doit s'appuyer sur l'ensemble du monde associatif qui travaille aujourd'hui sur ces sujets. On a aussi la chance d'avoir maintenant des études Clim-Snow, Clim-Eau qui permettent de savoir si on aura de la neige à tel ou tel endroit pour ne pas faire de la maladaptation sur nos investissements. Et puis Clim-Eau parce qu'on sait qu'en montagne, on manquera de l'eau et il faudra dans le futur du coup pouvoir conserver notre ressource en eau pour nos alpages et également pour la défense incendie ou pour simplement l'eau potable. La protection des populations avec une connaissance scientifique assez forte. Aujourd'hui, le PGHM ou les services de RTM. Et puis plus aussi proche, la Chamoniarde qui travaille sur ces sujets. On doit vraiment améliorer notre connaissance scientifique parce que les risques deviennent de plus en plus violents, souvent, et imprévus. Sur les mesures concrètes, vous avez par exemple le Club des Sports de Chamonix qui a commencé à faire son bilan carbone et qui doit être pris en exemple. La communauté de communes aussi a travaillé pendant quelques années sur le sujet. Il vous reste 30 secondes. Et nous, dans notre programme, on souhaite accompagner ces associations, ces entreprises, et puis pour l'ensemble des associations, avoir un bonus écologique pour les associations qui iront un peu plus sur ces aides à l'environnement. Et puis, je vous parlerai tout à l'heure, pour ne pas dépasser le temps, sur une mission parlementaire qui vient de sortir sur la transition des stations de montagne. Je vous remercie. Merci à vous quatre pour ces réponses à cette première question, question numéro 2, qui va apparaître maintenant autour de l'énergie, avec la transition énergétique qui est un enjeu clé en montagne. Vous l'avez dit d'ailleurs, chacune, mobilité, qualité de l'air et chauffage. La question, la voici, quel est votre plan énergétique pour Chamonix et quelles sont vos mesures pour viser un Chamonix net zéro à horizon donc 2050 ? La volonté, c'est de pouvoir être aussi explicite que vous l'avez été sur cette première question. Et pour commencer ce deuxième tour, Xavier Roseraine, autour de cette question et thématique. Merci beaucoup. Alors j'enchaîne. En fait, sur les mobilités, le report modal est indispensable. On a aujourd'hui l'électrification des véhicules, mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut vraiment changer de modèle. Dans notre programme, on prévoit sur les transports de passer le train à 20 minutes pendant les périodes fortes au lieu de 30 minutes. Et puis surtout, d'étendre la gratuité aujourd'hui de Servoz au Fayet, parce que quand vous avez la carte Viacham aujourd'hui, vous ne payez pas de Servoz à Valorcine, et on a encore cette partie qui est payante. On a des transports en commun qui fonctionnent plutôt bien, et je pense qu'il faut en être fier. Par contre,
vous avez bien senti que dans les périodes de pointe, on doit améliorer et on va augmenter de 30% aujourd'hui les bus sur la vallée de Chamonix. Le plus important aussi, c'est ces 2500 personnes aujourd'hui qui montent tous les jours du bas de vallée pour venir travailler dans la vallée de Chamonix. Ces 2500 personnes, on doit, en plus du train, vraiment organiser des transports en commun en se mettant d'accord avec la communauté de communes voisine pour qu'on ait des domiciles travail qui se fassent en transport en commun. On a déjà beaucoup parlé du pôle multimodal qu'on va créer au centre-ville, au niveau du Grépon. Mais ce pôle multimodal doit être adossé à une ZTL, c'est une zone à trafic limité, c'est-à-dire que tous les gens qui vivent ici, qui travaillent ou qui sont en séjour pourront se déplacer, mais tous ceux qui viennent à la journée, les excursionnistes, eux, seront interdits dans la plupart de Chamonix, ce qui permettra de fluidifier vraiment le transport. Sur la qualité de l'air, nous avons un plan de protection de l'atmosphère qui existe et qui fonctionne plutôt très bien et qui a donné des bons résultats. On doit continuer à l'accompagner et aller plus loin. On doit par exemple avoir une cartographie précise des modes de chauffage des chamoniards pour les aider, c'est-à-dire identifier par contre les chaudières à fioul qui restent et comment on transforme ces chaudières à fioul. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est plutôt conseillé, c'est le passage à tout ce qui est pompe à chaleur. Et le plus important, la rénovation de nos bâtiments. On a dans l'ensemble de nos stations souvent des passoires thermiques. Nous, on souhaite rénover 1200 logements, à la fois les bâtiments publics et les bâtiments du coup privés, et de le faire de façon globale. En fait, ça ne sert à rien d'éparpiller nos ressources, de changer de fenêtres. Et c'est pour ça qu'on proposera un guichet unique pour aider à la rénovation. Et surtout, on aidera les copropriétés à rénover, en fait, par des mécanismes. Le dernier point, après la rénovation et la qualité de l'air, c'est aller sur la production locale d'énergie renouvelable, sans combustion. Effectivement, malheureusement, la biomasse aujourd'hui, le bois est une ressource qui est finie. Et on ne peut pas faire sans le nucléaire, mais il faut faire aussi de l'énergie renouvelable. Ici, on a la chance, on peut faire du solaire. On en fait un petit peu, il faudra multiplier par 10 ou par 20 ce qui a été fait sur les 10 dernières années. Et puis, on fait surtout de l'hydroélectricité. On a aujourd'hui 9 gigawatts grâce à Tacona et on pourra doubler cette énergie avec 9 gigawatts. Merci. Je vous remercie. Jonas de Voissou, même question. Oui, alors je pense déjà on ne peut qu'être d'accord avec Xavier sur le cadencement à 20 minutes, tout comme d'ailleurs sur la gratuité avec jusqu'au Fayet. Ça tombe bien parce que ça a été fait en fait, c'est déjà en cours et le cadencement à 20 minutes a été voté à la région puisque Éric Fournier a réussi à obtenir 72 millions d'euros de crédit pour réussir à passer à ce cadencement. Donc je pense que ça on peut tous le mettre dans notre programme à mon avis parce que c'est fait. Nous dans l'idée on souhaite évidemment partir d'abord du bilan carbone. Alors, le bilan carbone, parce que ça nous permet d'identifier les principaux postes d'émission et ça nous permet d'être réaliste ensuite dans la mise en œuvre. On sait qu'on va devoir agir aux endroits où on a le plus de difficultés, où on a le plus d'émissions carbone. Évidemment, l'habitat et les modes de chauffage, c'est sans doute pour ça que la question a été posée, et le transport. Sur le transport, les transports en commun, notamment, nous souhaitons faire l'effort encore plus important par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. On sait, notamment dans les pics de saison, qu'on doit gagner en fluidité. Ça fait partie de ce qu'on travaille. On sait aussi que sur le train, notamment, il y aura ce gain de fréquence qui permettra une augmentation de la capacité d'emport. Et puis, on souhaite aller plus loin sur les transports en commun. On a une capacité viaire qui est limitée. Aujourd'hui, si on veut faire du site propre pour nos transports en commun, on va essayer d'en faire là où c'est possible, mais on ne couvrira pas toute la vallée. De même, si on doit doubler la ligne de train, notamment, ce seront des coûts qui sont extrêmement importants. Alors, nous, on a décidé de conduire une étude, d'aller jusqu'au bout de cette étude sur le transport par câble urbain. Aujourd'hui, on est capable de le faire dans des villes qui sont extrêmement denses, comme Paris, comme Brest, comme Marseille. On a ça dans le sang, j'ai envie de dire dans notre ADN. On a eu les premiers transports par câble ici, touristiques, mais il y a plus d'un siècle maintenant. On sait faire. Et donc, on pense que c'est une vraie solution
pratique, c'est une solution ergonomique, elle est immédiate, elle est confortable, et c'est une solution qui nous permettrait de potentiellement poser une voiture, enfin lâcher une voiture, pardon, par foyer. Parce que des voitures aujourd'hui, on sait que c'est un problème, on en a trop, on en est dépendant malheureusement, mais on en a trop. La combustion carbone, les routes, c'est du bitume, bitume c'est donc un dérivé pétrolier, la même chose pour les places de pour les stationnements. Et donc, dans ce cadre-là, on n'est pas favorable non plus à l'augmentation massive des capacités de stationnement pour nos touristes. On sait qu'il y a des effets induits, on sait qu'on augmentera le nombre de voitures qui viendront circuler à Chamonix, et donc à terme, les embouteillages. Sur les modes de chauffage, évidemment, là-dessus, on est d'accord. On sait qu'il y a un gros effort à faire, et notamment les copropriétés. On en a beaucoup qui sont vieillissantes. Je pense à Chamonix-Sud, par exemple, aussi, où il y a vraiment beaucoup à faire. Et donc, on va travailler aussi dans cette direction-là, avec les copropriétés, pour réussir à emmener tout le monde, y compris les résidences secondaires, parce que la pollution de l'air et le changement climatique, ça nous concerne tous. Ça ne fait pas de distinction entre touristes, habitants ou résidents secondaires. Merci beaucoup. François-Xavier Lafin. Alors, rapidement. C'est gentil. On revient sur énergie, mobilité, qualité de l'air et Chamonix Net Zéro. 2 niveaux d'intervention. Une première niveau d'intervention au niveau local. Qu'est-ce que nous vous proposons? En urgence, la construction d'un pôle d'accueil au Grépon, un centre d'accueil, un centre d'information, un départ pour les mobilités collectives et douces, un lieu d'orientation et de sensibilisation de nos visiteurs, mais aussi une attention au confort de vie de nos habitants et des gens qui viennent travailler à Chamonix depuis le bas de la vallée. Un deuxième volet pourrait suivre ce premier volet qui consisterait effectivement à avoir un transport par câble depuis le parking du Grépon vers le Brévent, qui nous permettrait de distribuer l'intégralité de cette clientèle qui va sur ce balcon devant le Mont Blanc en laissant son véhicule au Grépon. Nous serons exigeants également sur les modalités de chauffage et les performances énergétiques de notre propre parc de logement communal. Les bâtiments d'habitation comme les bâtiments sportifs et culturels. Nous devons d'abord montrer l'exemple sur la qualité de l'enveloppe, les modalités de chauffage, pour sortir le plus rapidement possible de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous poursuivrons les incitations financières qui existent déjà à la rénovation ou les incitations fiscales, comme l'exonération de la taxe foncière sur les copropriétés et les copropriétaires, notamment qui engagent des rénovations de leurs copropriétés. Nous serons également très attachés à conserver un personnel dédié de façon à conduire, accompagner, débroussailler, aider, arriver à conclure les dossiers de demande, les dossiers de label, les dossiers de financement, les dossiers d'exonération, parce que trop souvent, nous avons des budgets qui restent encore à consommer parce que la complexité du dossier fait que les gens de guerre lasse abandonnent leur projet. Il nous faudra transformer également les études qui sont effectuées sur la création d'un réseau de microcentrales électriques, notamment sur les réseaux d'eau potable, transformer ces études qui sont poussées, qui sont prêtes, en action réelle, parce que nous sommes en mesure d'être réellement une vallée à énergie positive. Au niveau supracommunal, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors effectivement, nous n'avons pas la main sur tout, parce qu'effectivement, des décisions se prennent au niveau des départements, au niveau de la région, au niveau de l'État. Il va nous falloir faire effectivement un lobbying important, faire en sorte que la voix de Chamonix porte à nouveau à tous ces niveaux-là, qu'elle fédère non seulement les communes voisines, mais au-delà, parce que tout seul, effectivement, nous n'arriverons pas à convaincre et à obtenir l'attention qui doit nous permettre d'aboutir à un système à une situation où nous serons effectivement exemplaires. 2 mots sur le net zéro. Alors, le net zéro, c'est un peu technique, on va essayer d'arriver à zéro, à un bilan neutre. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ce net zéro, parce que certaines communes sont déjà en train de dire, certaines stations de montagne nous disent « Ah, on est au net zéro », mais ils déduisent ce qu'on appelle le scope 3, et le scope 3, c'est en fait tout ce qui est produit
et inhérent au transport. Donc, il faut absolument comparer les choses qui sont comparables. Nous devons travailler sur le transport de nos visiteurs parce qu'ils représentent 94% de nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà rapidement, merci. Mais on aurait pu en parler pendant 1 heure. J'imagine. Merci à vous. François-Xavier Lafin, vous avez de l'avance. Et les rééquilibrages se feront donc tout au long de ces prises de parole. Sophie Persin, sur la même question. Votre micro. Merci. Chamonix a déjà des équipements permettant la production d'énergie renouvelable, comme l'hydroélectricité, l'énergie solaire, mais il y en a d'autres à développer, donc comme le biogaz avec la station d'épuration des Ouches, qui aurait pu être commencée plus tôt. Mais à chaque fois, encore une fois, il va falloir s'inquiéter aussi de l'empreinte environnementale. Par exemple, l'hydroélectricité, qui ne fonctionne surtout que pendant l'été, alors que c'est là qu'on a le moins besoin d'énergie, a un impact réel sur la vie des petites bêtes dans les torrents, pour simplifier. Pour repenser pour la qualité de l'air, il faut travailler sur la mobilité et sur le chauffage. Alors, en ce qui concerne la mobilité, le plan d'action du projet citoyen pourrait se résumer avec ce slogan « À Chamonix, on vient vivre l'aventure, mais sans la voiture ». Le projet citoyen veut développer des stratégies envers les habitants de la vallée comme envers les touristes pour décourager complètement l'emploi de la voiture et encourager au contraire l'utilisation des transports en commun, autant que possible décarbonés, parce que le gaz naturel, c'est comme le pétrole, c'est naturel, mais c'est quand même... c'est fossile. Et les mobilités douces, entre autres installer un système de Vélib l'été en coopération avec les magasins de vélos. Évidemment, tout ça devra être multiplié, adapté aux besoins et efficace et accessible à tous parce qu'on ne change pas de mode de fonctionnement sans proposer quelque chose en remplacement. Cela a un coût important. C'est pour ça que c'est là qu'il faut investir les millions et pas dans les parkings. Donc nous, on est contre toute construction de parking, que ce soit celui du Grépon ou celui de sous la patinoire. C'est prouvé, la création de parking attire les voitures du genre on peut bien aller à Chamonix, maintenant ils ont un super parking. Et nous, notre but, c'est que les gens arrivent à Chamonix sans voiture. Alors pour les habitants et les travailleurs, évidemment, il faut augmenter la fréquence des trains, mais pas que pour les touristes. Les travailleurs ont besoin de trains au moins le matin et le soir, avec cette fréquence-là, et toute l'année pour que ça puisse devenir une habitude. La gratuité des transports en commun est conseillée pour les moins de 25 ans et évidemment pour les faibles revenus. Il faut vraiment démocratiser, développer le covoiturage, le stop et faciliter le passage au vélo pour les habitants en investissant dans des parcs à vélo qu'on pourrait louer sur des longues durées. Il vous reste 30 secondes. Créer des ateliers, des bourses à vélo, etc. Pour les touristes, je vais dépasser un peu et je me rattraperai sur autre chose. Faites. Je vais au bout. Pour les touristes, il faut absolument que dès que les touristes prennent leur premier contact avec la vallée, que ce soit un hôtel, l'Aiguille du Midi ou je ne sais quoi d'autre, il faut tout de suite leur demander d'où vous venez. Vous venez de Paris, vous venez d'Annecy, vous venez de je ne sais où. Eh bien, on va vous donner un petit plan pour vous expliquer comment vous pouvez venir facilement à Chamonix sans voiture. Et si vous arrivez à Chamonix sans voiture, on va vous offrir des avantages, des réductions sur les forfaits. Il y a plein de choses à inventer, mais avoir une politique incitative pour diminuer le nombre de voitures dans la vallée. Ceci permettra pour les habitants de fluidifier la circulation et de leur réserver sur les parkings qui sont déjà existants des places réservées aux habitants qui travaillent et qui, eux, n'ont pas le temps, comme moi, quand je suis en vacances, d'aller à pied sans me poser de questions. Pour le chauffage et l'isolation, il faut arrêter... Vous dépassez très largement. Allez, donnez-moi 30 secondes. Sur les chauffages et l'isolation... Si tout le monde est OK et qu'il y a les rattrapages, moi, j'ai aucune contrainte. Hein. Je vous promets. Chauffage et l'isolation, il faut arrêter toute aide financière pour le chauffage au bois, quel qu'il soit. L'investissement qui a été fait n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut vraiment cibler les aides sur le chauffage sans combustion. Et puis, pour le Chamonix Net Zéro, il faut stopper la pub des avions, toute la pub au-delà de 4000 km. Et je vais m'arrêter là. C'est gentil, merci à vous.
Pardon d'être aussi resserré sur les temps de parole, mais je ferai un décompte à la fin de la troisième question qui va apparaître pour faire en sorte effectivement que chacune puisse s'exprimer dans les différents, non pas tant un parti par question, mais que l'ensemble soit le plus équilibré possible. Question numéro 3, vous l'avez autour de la gouvernance, de la cohérence, des moyens d'action également, avec ces enjeux climatiques et environnementaux qui nécessitent des choix forts, parfois contraignants, et pour avancer, il est indispensable d'intégrer la population et les autres parties prenantes à l'évidence dans la discussion et la prise de décision. La question, la voici. Quelles mesures seriez-vous prêt à prendre en tant que maire pour engager concrètement le dialogue sur la transition à Chamonix? Jonas de Voissou. Alors vous me prenez au débeauté parce que j'avais une autre question, troisième question, mais pas de problème. Alors, en tant que maire, évidemment, déjà, je tiens à préciser quand même que ce n'est pas que le maire, c'est quand même aussi un travail d'équipe avant tout. Ça permet notamment d'avoir un très bon maillage du territoire et de s'assurer qu'on puisse parler avec l'ensemble des parties prenantes aux actions politiques qu'on compte mettre en place. Alors, une fois que j'ai dit ça, les actions citoyennes, évidemment, on va tout de suite aller sur du concret. L'idée, c'est on a un terreau associatif ici qui est très engagé, qui fourmille d'idées, c'est une diversité, une richesse absolument incroyable. Et donc, évidemment, on a besoin d'aller les soutenir encore plus par la création d'une maison des associations, par un soutien aussi accru lorsqu'ils font preuve de cette dimension transition et intérêt général. Donc ça, c'est une première mesure. La deuxième chose, c'est de multiplier la concertation, et notamment sur un certain nombre de projets structurants. Alors, concertation, ça ne veut pas dire... c'est pas un référendum. C'est-à-dire que nous voulons travailler sur un fonctionnement en focus group, parce que pour prendre une décision éclairée sur les grands enjeux de demain, sur des grands projets structurants, ça nécessite du travail. C'est le cas, il y a du travail qui est fait par les services, il y a du travail qui est fait par les élus, et on a besoin de reproduire ce travail avec vous tous ceux qui sont impliqués, justement pour dire quelles sont les implications financières, quelles sont les implications socio-économiques, quelles sont les implications environnementales, et de manière à ce qu'ensuite on puisse prendre une décision éclairée. Ça vaut pour le télécabine urbain, ça vaudra pour d'autres projets également. Et puis de la concertation sur la protection de certains espaces particuliers. Je pense notamment aux marges glaciaires, par exemple, sur lesquelles il va falloir qu'on travaille ensemble. Évidemment, on a besoin aussi d'avoir des partenaires institutionnels. Alors, la Comcom en premier lieu, mais je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est même pas là, c'est-à-dire qu'on est suffisamment intégré, et nous comptons bien poursuivre dans cette dynamique vers une intégration toujours plus importante, pour ne pas avoir besoin d'imaginer la Comcom comme autre chose qu'un partenaire parfaitement naturel avec un fonctionnement qui soit fluide. Mais on a évidemment le département, la région, enfin tous les partenaires institutionnels classiques, et puis l'espace Mont-Blanc. Parce que l'espace Mont-Blanc, c'est un territoire avec qui on partage énormément de choses en commun. On a aussi une culture en commun, on a un patrimoine commun, on a évidemment un massif qu'on partage. Et cet espace Mont-Blanc, il y a des cadres juridiques qui sont différents de chacun des trois côtés du triangle de l'amitié. Et pourtant, on a les mêmes problématiques. C'est une richesse immense parce que ça nous fait un forum qui nous permet de discuter de solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé dans le cadre juridique qui est le nôtre, mais qui permet justement d'ouvrir sur d'autres solutions, d'autres idées, et donc d'innover sur ce volet-là. Merci. Sur cette même question, François-Xavier Lafin. Alors, en matière de gouvernance, on a plusieurs éléments qu'il va nous falloir mettre en place assez rapidement, parce que nous avons une chance inouïe, pour le premier élément, d'avoir dans la vallée des compétences qui sont remarquables et qui aujourd'hui n'ont jamais été forcément stimulées ou même recherchées pour participer effectivement à la gouvernance et aux décisions. Nous avons dans la vallée, parmi les meilleurs scientifiques, parmi les meilleures personnes qualifiées en fiscalité, que ce soit des banquiers, que ce soit également des mondes de la construction, que ce soit des gens de l'environnement. Et ces gens-là aiment la vallée comme vous l'aimez, comme on l'aime. Il nous suffira, au sein d'un conseil chamoniard stratégique, de les rassembler sur tel ou tel sujet et de leur demander de travailler sur
des sujets qui vont nous permettre d'avancer, de bénéficier de leurs compétences et d'arriver à trouver des solutions rapidement dans un cadre défini où chacun apportera sa compétence qu'il a mis à l'expérience et son expérience qu'il a développée pendant toute sa carrière professionnelle. Premier élément. Deuxième élément, nous devons, sur les sujets environnement, continuer ce qui a été initié cette année par la préfecture de la Haute-Savoie et créer cette COP74 qui a été un succès cette année où des grands intervenants comme Eddy Sevestre ou Emma Aziza sont venus de façon à faire de la pédagogie et de faire de cette information, formation, un mode de travail et de monter en compétence de l'ensemble des chamoniards. Ensuite, en matière de gouvernance, il nous faut trouver les éléments qui vont permettre aux gens de changer leur attitude vis-à-vis d'une amélioration et d'une recherche d'une amélioration de la qualité environnementale. Nous devons pousser les scientifiques à rapprocher de façon beaucoup plus pédagogique et plus fine tous les éléments qui sont aujourd'hui produits en matière de science sur la pollution, les différentes PM10, les PM12, les microparticules, que nous connaissons aujourd'hui. Nous savons quand elles sont produites, nous savons combien elles sont produites, nous savons comment on pourrait essayer de les réduire. Et nous devons absolument, pour pouvoir espérer un changement d'attitude individuelle, créer un lien beaucoup plus proche avec les problématiques qu'elles vont gérer en matière de santé publique et de santé sur les enfants. Il nous faut absolument que ce lien entre la science et la santé publique soit créé pour espérer pouvoir entraîner la grande majorité d'entre nous sur des modifications d'attitudes au quotidien qui auront forcément des influences notables sur la qualité de l'environnement, sur la qualité de l'air et sur notre bien vivre ensemble. Il vous reste 20 secondes. Vous avez fini, merci à vous. Xavier Roseren. Concernant la gouvernance, en fait, la transition énergétique, elle nécessite une intelligence et une action collective. Et nous, à la fois sur la transition, mais de façon globale, on souhaite vraiment la concertation et le dialogue qui ont été perdus ces dernières années, à la fois avec les élus et les habitants, les élus et les associations, et les élus et les professionnels. C'est aussi la formation des élus aux enjeux environnementaux et l'ensemble des agents. Et on a la chance d'avoir dans la liste Unis pour Chamonix une équipe de spécialistes avec par exemple Olivier Perrault qui s'est occupé de Toit des Cimes, mais Hervé Villard qui a été pendant 6 ans vice-président à la communauté de communes de la vallée de Chamonix, Manon Lévy qui est du coup ingénieur environnement, et puis Daphné Yatropoulos qui s'occupera de toute la partie alpage et agriculture. On a aussi dans notre programme des actions citoyennes fortes. On va créer ce qu'on appelle Cham Agora. C'est une plateforme participative, un conseil citoyen permanent qui permettra de consulter les chamoniards en permanence sur l'ensemble des grands sujets. On conservera les réunions de quartier et les comités de village avec un référent par quartier. Mais on évitera cette information descendante, mais on ira vraiment sur de la discussion avec l'ensemble des chamoniards. Aussi un conseil municipal des jeunes, parce qu'on sait que c'est par les jeunes qu'on peut faire passer de nombreux messages auprès des plus âgés. Peut-être un petit point sur les moyens financiers. On a la chance d'être juste à côté de l'Italie dès qu'on passe le tunnel. Et nous, on a rencontré nos voisins de Courmayeur. Et on sait que sur la transition, ils ont exactement les mêmes problématiques que nous, ce qui nous permettront vraiment de créer et d'obtenir des fonds européens, FEDER, sur le logement, sur la transition, sur les mobilités. C'est des choses qui n'ont pas été utilisées ces dernières années. En tout cas, dans notre programme, ce qu'on souhaite globalement sur la gouvernance, c'est protéger la vallée, réduire la voiture le plus possible, produire du logement permanent, et puis accélérer la rénovation. C'est les 1200 logements qu'on souhaite rénover, réguler les flux touristiques et puis produire notre énergie. On sera capable, sur l'énergie, avec Tacona, si on rajoute 9 mégawatts, en fait, on sera quasiment autonome
Ça veut dire que 9 MW, c'est à peu près 4400 personnes. Donc en doublant à 18 MW, on aura la capacité de couvrir, hors chauffage, le besoin en électricité de 8800 personnes. Merci. Sophie Persin, dans votre micro, et si possible relativement court. Merci à vous. Oui. Alors, c'est très simple. La consultation, et pas seulement la consultation, l'écoute, mais laisser aux habitants le pouvoir de décision, c'est l'ADN du projet citoyen. On parle d'apprendre aux gens à changer d'attitude. Moi, je dirais que les élus doivent en premier changer d'attitude. Nous, ce qu'on prévoit, c'est de mettre en place des conseils citoyens, à la fois sur chaque quartier, mais aussi pour chaque projet d'envergure, composé d'élus, d'experts, parce qu'on en a besoin, des acteurs principaux du projet, mais pas seulement. Aussi le citoyen lambda, qui lui aussi a son mot à dire sur ce qu'il attend, ce qu'il veut dans son quartier, à l'échelle de sa ville, à l'échelle de la vallée, et que les conclusions de ces conseils citoyens ou de ces comités citoyens, le nom importe peu, soient pris en compte et écoutés et influent vraiment les décisions des élus. Ces conseils citoyens auront pour objectif de faire des états des lieux, d'échanger sur les points de divergence, de discuter, d'écouter les experts, mais au bout du compte, d'avoir un pouvoir de décision et de choix. C'est pour ça que nous mettons en place le RIC. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui donne un réel pouvoir aux habitants. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du PESM, il y a eu une consultation de fait, 700 personnes ont participé. Sur ces 700 personnes, qui ne représentent quand même pas beaucoup à l'échelle d'une ville de plus de 7000 habitants, seuls 25% se sont montrés favorables au projet. Est-ce que cela a empêché de continuer à faire ce projet? Non. Donc ça veut dire que ces consultations ne servent à rien. Et j'ai vécu la même expérience avec l'enquête publique sur le projet de funérarium, dont les résultats ont été trafiqués et manipulés. Et on m'a répondu que ce n'était pas grave parce que, de toute façon, le commissaire décidait ce qu'il voulait et la mairie décidait ce qu'il voulait. J'ai des écrits de Éric Fournier à ce sujet, à prouver, à montrer à qui le veut. Donc du coup, le RIC, référendum initiative citoyenne, ça veut dire que la mairie a sur son site la possibilité de mettre en place des pétitions. Si, par exemple, quelqu'un veut faire installer un référendum sur le PESM, il suffit qu'il y ait 10% des citoyens qui signent cette pétition et la mairie a l'obligation d'organiser ce référendum et de suivre les résultats de ce référendum. Donc là, on ne fait pas qu'écouter le citoyen, on ne fait pas que le consulter, c'est lui qui a un pouvoir de décision que les élus sont obligés de respecter. Et ça, il me semble que là, le projet de citoyen est complètement différent des autres listes sur ce point de vue-là. Je vous remercie. Place à la quatrième question qui va apparaître sous vos yeux autour du logement avec un équilibre à trouver, la rareté du foncier, la spéculation immobilière. Vous le savez, impacte les habitants permanents comme les touristes bien sûr. Et la question la voici, quelle politique du logement pour les habitants, les résidences secondaires et les touristes à Chamonix? Question donc qui est posée. Sophie Persin, vous gardez la parole, le micro également. Merci à vous. Alors, sur le logement, je n'ai pas besoin de faire un constat, tout le monde le vit au jour le jour. Ce que moi j'ai pu faire il y a 30 ans en arrivant dans la vallée, trouver un truc à retaper complètement et pouvoir l'acheter difficilement, n'est même plus possible aujourd'hui à cause de la spéculation immobilière. Et ça, c'est le résultat de décisions, de non-décisions politiques depuis de longues années. Donc aujourd'hui, il est très difficile pour les habitants non seulement d'acquérir un logement, mais ne serait-ce que de se loger en locatif. Donc pour moi, la solution, encore une fois, en pensant à l'empreinte carbone et au réchauffement climatique et à éviter son aggravation, n'est pas forcément de tout bétonner et de construire 600 à 900 logements sur un mandat, mais de transformer ce qui existe déjà. Donc actuellement, la proportion, vous la connaissez tous, c'est 70% de résidences secondaires, 30% de résidences permanentes. Donc pour inverser ces valeurs,
On peut effectivement construire, mais pour moi, la priorité est d'abord de créer une foncière municipale et que cette foncière puisse développer donc du logement social à l'aide de préemption ou à l'aide de construction, mais en gardant la main sur le logement construit. Et effectivement aussi, alors ça c'est donc effectivement agrandir le parc de location sociale, de location de la mairie, mais également de réguler les Airbnb en incitant, parce qu'on sait bien que les règles peuvent être facilement contournées, trouver des moyens d'inciter les propriétaires de Airbnb à passer en logement annuel. Ça signifie aussi des investissements, parce que passer d'un Airbnb lucratif à un logement à l'annuel qui l'est moins, c'est une perte d'argent. Donc il faut arriver à convaincre les gens par solidarité pour les jeunes générations, et la solidarité fait aussi partie de l'ADN du projet citoyen, de les rassurer les propriétaires avec des cautions ou des systèmes de protection mutualisés, et de leur donner des avantages compensatoires par rapport effectivement à la perte d'argent. Mais cette perte d'argent signifie aussi un gain de vie et de temps de vie, puisque évidemment s'occuper d'un Airbnb représente aussi beaucoup d'heures de travail. Le projet citoyen préconise aussi l'encadrement des loyers comme cela se fait à Paris. L'idée, c'est de retrouver la main pour empêcher la spéculation immobilière. Et donc, à Paris, il y a 14 zones avec des fourchettes de prix. Je crois que la moyenne est aux alentours de 32 € le mètre carré, mais bon, c'est vraiment la moyenne de tous les quartiers de Paris. Et je pense qu'on gagnerait à faire ceci pour assurer à tout le monde, on ne peut pas assurer à tout le monde d'acheter un logement, mais au moins d'être logé à Chamonix. Et il y aurait des répercussions sur les transports, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens de Chamonix qui travaillent à Chamonix, qui ont été obligés d'aller habiter ailleurs. Très rapidement. Oui, très rapidement. On peut aussi construire, mais avec effectivement les bails réels solidaires qui permettent de cibler qui va acheter ces appartements et à quoi ils vont servir. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail, puisque je n'ai pas le temps. Merci beaucoup. Merci. François-Xavier Lafin. Alors, les deux sujets principaux qui nous ont été signalés, et vous les affrontez quasiment tous les jours, logement, stationnement, mobilité. Revenons sur le logement. 4 différentes catégories de logements sont à analyser. Premier, les logements pour les chamoniards. La proposition que nous faisons et qu'il est urgent de prendre, c'est de créer cette foncière locative communale. Une foncière dans laquelle nous allons déposer notre patrimoine commun, foncier, nous allons le développer, nous allons le gérer, nous allons l'entretenir, nous allons le valoriser parce que ce patrimoine-là locatif pourra permettre à des jeunes familles de vivre là où ils travaillent, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on les a exclus et ils vivent en bas et donc du coup reviennent travailler, rencontrent les problèmes de stationnement et rencontrent également les problèmes de déplacement et donc contribuent à la génération de ces gaz à effet de serre. Donc il faut arrêter ce schéma-là. Il nous faut créer cette foncière logement dans laquelle nous mettrons le foncier dont nous sommes propriétaires collectivement, que nous valoriserons et que nous mettrons en location. Ça, c'est la première étape pour le logement permanent des chamaniards. Deuxième, les saisonniers, un élément important du moteur économique de la vallée. Nous avons aujourd'hui des acteurs dans la vallée qui font un travail remarquable, notamment la Maison des Jeunes Travailleurs, qui travaille déjà 92 logements de façon régulière. Ils ont un projet, nous les soutiendrons et nous compléterons le parc qu'ils ont déjà constitué et qu'ils gèrent avec une rigueur remarquable, de façon à proposer un parc complémentaire. Nous accélérerons également l'opération des cimes et des trolls qui se trouvent au Prat, où effectivement on a depuis 6 ans, maintenant on avait décidé depuis 6 ans de faire des travaux, mais ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous avons acheté il y a bientôt plus de 20 ans et rien ne s'est passé. Il est urgent d'accélérer les travaux sur ce projet-là, de façon à offrir là encore une 50aine de logements pour les saisonniers. Une fois qu'on aura complété ce parc de logements saisonniers à cette hauteur-là, nous ferons un bilan et nous verrons s'il sera nécessaire à ce moment-là d'engager de nouvelles opérations. Troisième volet,
les résidences secondaires qui font partie de la question. Nous avons à notre main maintenant la loi Lemeur qui nous permet, dans le cadre du PLU, de réserver telle ou telle zone ou la globalité du PLU, comme ça a été fait, à la résidence principale. Il est important d'activer cette loi, de l'appliquer, peut-être avec parcimonie, de façon à effectivement favoriser la résidence principale. Néanmoins, n'oublions pas le rôle qu'ont joué nos résidences secondaires depuis des décennies dans la vallée. Ils ont participé à son développement, ils ont participé à son histoire, et il ne nous appartient pas de créer des conflits, de les stigmatiser, mais au contraire de les mettre autour de la table sur l'ensemble de nos sujets, dont celui-là, et il est important. Et ensuite, les plateformes Airbnb, nous avons une loi qui s'applique au privé, une loi qui va s'appliquer bientôt aux sociétés commerciales. Il nous appartiendra, à l'issue d'une période de 12, 18 ou 24 mois, de faire un bilan de l'efficacité des mesures qui ont été prises. Si l'efficacité est au rendez-vous, alors nous poursuivrons. Si l'efficacité qui visait justement à faire retourner une partie du parc immobilier dans le parc immobilier à l'année n'est pas là, alors nous devrons nous interroger et peut-être trouver des aménagements. Merci à vous. Jonas de Voissou. C'est un peu le cri du cœur sur le logement. C'est-à-dire que j'entends énormément de bonnes intentions. Il y a des gens qui en ont bien profité. Il y a eu des effets d'aubaine sur la spéculation immobilière, un développement du marché qui a complètement explosé. Je rejoins tout à fait Sophie Persin d'ailleurs là-dessus. Je fais partie de cette génération de jeunes qui aujourd'hui n'est plus en capacité de se loger convenablement dans sa vallée. C'est un déracinement. Il n'y a pas d'autre mot. Si j'osais une métaphore, on a le cœur qui saigne, littéralement. Alors quand j'entends sur scène ces bonnes intentions, de la part notamment de certains qui ont pu en profiter, à la limite c'est tant mieux pour eux. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait, honnêtement. Et ma colère, elle est sincère. On est dans une vallée, effectivement, le foncier il est limité, on l'a dit. Il n'y a plus beaucoup de place. On a le ZAN, on a donc le zéro artificialisation nette, c'est aussi dur à comprendre qu'à dire, qui nous impose de réduire l'urbanisation de notre territoire pour des raisons environnementales qui sont absolument essentielles. Pour nous, la priorité, elle doit être de fournir du logement pour les jeunes chamoniards, de fournir du logement pour les nouveaux arrivants aussi, et pour nos saisonniers, parce qu'on en a besoin. Pour ce faire, on a des outils à disposition qu'on compte développer au maximum, c'est notamment le BRS. Parce que le bail réel solidaire, il permet de garantir de la mixité sociale, il permet de proposer des logements qui sont convenables à des prix qui sont maîtrisés, parce qu'aujourd'hui on a des prix de l'immobilier qui sont totalement indécents, et donc qui permettent de sortir des projets à 5 000 € le mètre carré à l'achat, de manière à fixer sur le territoire nos familles, à fixer sur le territoire nos actifs, et à essayer, l'objectif final, ce serait, si on y arrivait, de réussir à rouvrir des classes dans les écoles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, le logement. C'est la pérennité de la démographie de notre territoire. Et pour ça, on a besoin de fixer les jeunes, on a besoin de fixer des cadres, on a besoin d'avoir de la mixité avec un maximum de publics différents. C'est aussi ça, la richesse de Chamonix. Alors évidemment, après, il y a plein de mesures. La servitude de Lemeur, on y est favorable. Elle a été instaurée de toute façon et nous compterons bien la maintenir parce qu'on doit produire du logement permanent. Le privé doit faire sa part, le public doit faire la sienne. Nous avons prévu, dans des projections qui sont réalistes, de produire 600 logements sur ce mandat. Alors certains diront c'est la course à l'échalote. Ça peut sembler être le cas, mais on a des projections sérieuses là-dessus qui nous permettent d'être résolument optimistes. Sur le logement saisonnier, on a aussi besoin d'aller dialoguer avec les employeurs. Parce que parfois, c'est un peu facile de critiquer la collectivité en disant que rien n'est fait sur le logement, ou que, en tout cas, que c'est insuffisant. Bien sûr, tant qu'il y aura une personne qui sera mal logée dans cette vallée, ça restera insuffisant. Mais la responsabilité, elle doit être partagée. Alors ensuite, évidemment, on souhaiterait réussir à convertir un certain nombre de meublés de tourisme vers l'habitat permanent ou l'habitat saisonnier, parce qu'on le traite de la même manière.
Mais on sait quand même qu'on doit aussi conserver des équilibres, en particulier sur les meublés de tourisme, donc Airbnb et les autres plateformes, parce qu'on est dans une vallée où il y a aussi des libéraux, et pour beaucoup, c'est une forme de retraite par capitalisation qui se fait en achetant cet appartement et en le louant. Donc il faut qu'on joue finement sur ces équilibres, parce que ça touche aussi assez directement à l'humain. Merci à vous. Xavier Roseraine. Le logement permanent est la priorité de notre programme. On veut pouvoir habiter à Chamonix et toute l'année. Je ne vais pas refaire le constat parce que ce n'est pas nécessaire et tout le monde le connaît. Nous, on souhaite transformer 900 logements pour du logement permanent, 600 qui seront effectivement de la construction de nouveaux logements et 300 qui seront de la transformation de logements aujourd'hui qui sont utilisés à la semaine, style Airbnb, et qui, parce qu'il a été fait sur la régulation des meublés de tourisme, seront transformés en logements permanents. Sur les 600 logements qu'on veut construire, on fait à la fois une grosse partie en locatif, et là aussi on va utiliser une foncière, peut-être à la taille de la commune ou un peu plus large, il existe une foncière aussi départementale, et cette foncière, elle doit acheter des terrain, elle doit acheter des logements qui seront après à la main de la collectivité pour remettre ses habitants chamoniards à l'intérieur. Mais on a le droit, quand on est à Chamonix, d'être aussi propriétaire. Et c'est pour ça que le BRS, je vais y revenir, le bail réel solidaire, pour nous est une solution très forte. Elle est utilisée partout dans les autres stations de montagne. Sur le dernier mandat, je crois qu'il y en a eu une dizaine ici. Il faut accélérer le BRS. Le BRS, ça veut dire que vous êtes propriétaire de votre appartement, mais vous n'êtes jamais propriétaire du terrain. Et vous louez sur une durée très longue, à peu près 1 € le mètre carré. Sur un T3 de 60 mètres carrés, vous payez 60 € par mois pendant de très longues années. Mais c'est la seule sécurité pour que ce logement soit toujours de la résidence principale. Et c'est vrai que les prix sont entre 3 500 et 4 000 € le mètre carré, donc les chamoniards pourront acheter. C'est aussi continuer les 247 logements qui sont aujourd'hui en stock, qui sont prévus avec la SEM Chamonix Développement et la SEM Logement. Il y a 240 qui doivent sortir de terre d'ici 2030. Mais c'est également une centaine de logements saisonniers avec la SEM Logement qui seront réalisés. Oui, il faut continuer à réguler les meublés de tourisme, style Airbnb. On va observer ce qui a été fait avec 1 par personne physique et puis au mois de mai, 1 par personne morale. Et on peut aussi imaginer qu'il y ait des zones où on pourrait en avoir plus et des zones où on pourrait en avoir moins. Il vous reste 30 secondes. Il faut vraiment étudier la solution. Et pour réussir tout ça, on aura forcément la foncière, on aura un guichet unique à la fois pour le logement, la rénovation et aussi le changement d'usage. Et bien sûr, on aura un observatoire du logement et nous nous engageons tous les ans à vous dire précisément ce qu'on a fait sur le logement permanent. Merci à vous. Merci. Quatrième question combinée. 5e question maintenant qui va apparaître à l'écran autour du tourisme avec un modèle à redéfinir. Ce secteur représente la quasi-totalité de l'économie chamoniarde. Chamonix est une destination internationale, vous le savez, confrontée au surtourisme, aux mobilités carbonées, à la saisonnalité bien sûr. Chamonix est donc en quelque sorte victime de son succès et l'évolution du tourisme est déterminante pour la vie des chamoniards. La question, elle est simple et relativement courte, vous l'avez sous les yeux. Quel tourisme défendez-vous pour Chamonix? Sophie Persin, avec votre micro, merci pour cette première réponse et merci de respecter le timing au mieux. Merci à vous. Alors, c'est évident que le tourisme fait vivre la majorité des habitants de Chamonix, mais le surtourisme, la croissance à tout prix, en revanche, même s'il reste lucratif pour certains, sont avant tout nuisibles pour la majorité des habitants et les professionnels de la vallée. De notre point de vue, il est temps de dire stop. La croissance, le toujours plus, c'est fini. Ce n'est plus d'actualité, car la croissance, même dite verte, reste de la croissance, et nous avons déjà dépassé les limites planétaires,
Et déjà à Chamonix, le problème de l'eau se fait sentir, puisque dans les alpages, les refuges de montagne, certains ferment dans les Alpes avant la fin de l'été, puisqu'il n'y a plus assez de neige et de névé ou d'eau des glaciers pour les alimenter. Je suis guide du patrimoine. Je faisais visiter la vallée à mes élèves pour leur faire découvrir leur histoire. Et j'ai appris que dans les alpages, les anciens, ils ne montaient pas plus de vaches que d'herbes disponibles pour nourrir ces vaches le temps d'un été. Je pense que dans la vallée de Chamonix, on ne peut pas mettre plus de touristes que ce que la nature et l'humain peuvent supporter. Du coup, évidemment, on se pose la question de quelle quantité de touristes on peut accueillir sans que ça nuise aux habitants de la vallée, sans que cette vallée se transforme en parc d'attractions pour touristes richissimes au détriment de ses propres habitants. Donc, pour ce qui concerne la quantité, nous pensons déjà essayer de mettre en place des systèmes pour allonger la durée des séjours, avec par exemple des tarifs dégressifs, comme ça se fait pour les forfaits, mais pour le logement, c'est-à-dire que finalement, ça coûtera très cher si on passe qu'une nuit à Chamonix, et ce serait plus avantageux d'en passer plusieurs. De réguler l'accès aux espaces naturels qui sont surfréquentés, sans que ce soit avec un tri par l'argent, peut-être par la distance. Par exemple, j'ai eu des conversations avec les gens qui s'occupent des alpages, de dire, par exemple, on réserve des places surtout aux gens qui viennent de pas très loin et pas pour les autres. Il faut que ce soit évidemment en concertation totale avec les propriétaires concernés, notamment les consorts d'alpage, qui, si j'ai bien compris, jusqu'à maintenant, n'étaient pas vraiment pris en compte. Pour les grands événements, genre UTMB et autres, mais l'UTMB est assez emblématique, nous pensons qu'il est important de revenir progressivement aux chiffres d'il y a 10 ans et d'exiger l'exemplarité écologique, le respect des lieux traversés et des acteurs locaux, notamment les bergers. En ce qui concerne la qualité, on pense que c'est important de passer d'un tourisme de consommation instagrammable à un tourisme éco-responsable qui prend le temps de la rencontre avec le lieu et les habitants. Qu'il faut diversifier l'image de Chamonix, pas seulement vanter le sport, l'extrême, mais aussi le patrimoine, les paysages et les réserves naturelles, et valoriser l'authenticité plutôt que les paillettes, le luxe et les affaires. Tout ça, c'est négatif pour les habitants de Chamonix. Donc je vais m'arrêter là, mais je pense qu'il faut aussi ajouter évidemment l'état des lieux, des impacts négatifs du tourisme sur la nature, et démocratiser la montagne et permettre à tout le monde d'en profiter, et pas seulement à ceux qui ont les moyens de s'acheter des très beaux chalets. Merci à vous. François-Xavier Lafin. Alors, revenons sur le tourisme et revenons un petit peu chez les shifters. En 2020, à l'occasion de la campagne pour les élections municipales, la notion d'environnement n'était pas encore au niveau où elle est aujourd'hui et elle n'était pas encore transversale, elle l'est devenue. On s'est aperçu maintenant, en 6 années, qu'au-delà de ces notions d'environnement qui est transversale, on a besoin dans la vallée d'avoir une nouvelle notion transversale, c'est la maîtrise de la gestion des flux touristiques. Il nous faut absolument, sur chacun des sujets que nous devrons aborder ensemble ou qui vous seront soumis dans le cadre de consultation, se poser systématiquement la même question. Est-ce que cette décision, cette mesure, apporte une amélioration sur la gestion des flux touristiques? Si la réponse est oui, il faudra foncer. Si la réponse est non, alors il faudra s'interroger sur la pertinence de la mesure qu'il faut mettre en place. Une fois qu'on a dit ça, viennent derrière des mesures plus concrètes que je vais vous proposer. Effectivement, on peut revenir sur la notion d'encadrement des grands événements sportifs. Aujourd'hui, nous avons été débordés par une économie qui, effectivement, joue son rôle à plein, qui est très performante, et nous devons recadrer de façon à pouvoir retrouver l'amour qui était au début porté pour cette manifestation par l'ensemble des Chamonniards, qui aujourd'hui, une dizaine d'années, une vingtaine d'années après, ont plutôt tendance à rejeter l'événement, alors qu'ils se l'étaient approprié au début. Sans doute qu'il faudra revoir le nombre de courses, sans doute qu'il faudra revoir le nombre d'arrivées. Deuxième élément, il nous faut absolument commencer à travailler de façon sérieuse, comme certains l'ont fait, sur ce que j'appelle des règles, peut-être des jauges, peut-être certains appelleront ça des quotas, mais certains l'ont fait et les résultats sont plutôt intéressants. L'Aiguille du Midi a commencé en donnant l'exemple, en disant pour les remontées, nous allons
imposer une réservation, un nombre de visiteurs, et les choses se déroulent maintenant dans le calme, avec une certaine sérénité et dans de meilleures qualités, non seulement pour le personnel, mais également pour l'ensemble de nos visiteurs ou des pratiquants et des professionnels qui montent à l'aiguille. Un autre établissement, le Parc Merlet, a décidé de mettre fin à une surfréquentation qui avait une influence vraiment négative sur son activité. Aujourd'hui, elle s'en félicite, elle a retrouvé pareil, une sérénité, une qualité de travail. Il nous faut développer ce raisonnement, sans doute à une échelle plus importante. D'autres stations l'ont fait, notamment en Italie, sur les forfaits. D'autres stations touristiques le font. Le raisonnement doit être poussé parce que nous devons définir la jauge qui nous permet à la fois de vous garantir à vous, Chamoniards, une qualité de vie exceptionnelle et en même temps de proposer des conditions remarquables d'accueil à nos visiteurs. Et c'est ça qui nous permettra d'atteindre l'harmonie que nous devons trouver et que nous devons proposer à l'ensemble des habitants et des visiteurs. Ensuite, il nous est indispensable également de retrouver un équilibre sur notre activité économique. Nous sommes aujourd'hui sur une activité unique, mono-économie, qu'est le tourisme. Il nous faut, sans tarder, engager les démarches pour une diversification économique, de façon à pouvoir proposer à nos jeunes qui sont talentueux, qui font des études, des postes de travail qui correspondent à leur niveau d'études, sachant qu'ils ont tous une envie, revenir dans la vallée, qu'ils adorent et qui les recevra à partir du moment où on pourra les accueillir avec des postes de travail qu'ils méritent. Merci. Xavier Roseraine. En fait, sur le tourisme, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que propose Jean-Marc Jancovici, et on s'est rencontrés plusieurs fois, et on partage cette même vision. On doit prévoir un modèle touristique qui soit résilient, plus sobre et plus qualitatif. Parce que c'est bien la robustesse aujourd'hui de notre station viendra par une clientèle qui est plus proche, nationale ou régionale, et on doit arrêter d'aller chercher des gens à l'autre bout du monde. Le tourisme, c'est le cœur de notre économie, ça reste 70% de notre PIB, et c'est vraiment l'argent de ce tourisme qui doit réussir à financer la transition. Il faut remettre en question la promotion longue distance, et l'Office du tourisme aujourd'hui le fait très bien depuis de nombreuses années, mais l'ensemble des autres partenaires de la vallée de Chamonix doivent aujourd'hui arrêter d'aller chercher des touristes à l'autre bout du monde. On doit également, à Chamonix, pouvoir accueillir tout le monde. On ne doit pas réguler par le prix. Ça veut dire qu'un jeune qui n'a pas beaucoup de moyens et qui a envie de venir faire de l'alpinisme en été, il faut qu'on soit toujours capable de l'accueillir. En bref, on veut revenir à un tourisme qui soit choisi et non un tourisme que nous devons subir. Sur des mesures très concrètes, par exemple, moi je veux des produits combinés où lorsque les gens viennent en train, on ait un avantage sur nos offres culturelles ou sur nos offres sportives ou sur nos remontées mécaniques parce qu'on doit valoriser le train. On doit aussi avoir un observatoire du tourisme précis, transparent, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis sur les grands événements, je rejoins ce qui a été dit. On doit aujourd'hui encadrer ces grands événements et nous, on proposera une charte de durabilité à l'ensemble des organisateurs de ces grands événements. On doit, par exemple, sur la partie, je pense, UTMB, déplacer le départ et l'arrivée qui est sur le triangle de l'amitié sur un endroit trop faible. On doit aussi profiter de ces grands événements pour sensibiliser les gens qui viennent ici au réchauffement climatique. On a une chance d'avoir des millions de visiteurs, on doit les sensibiliser. Enfin, on doit aller sur de la régulation, bien sûr. On a un système de réservation qui fonctionne pour l'Aiguille du Midi. Il faut discuter avec nos remontées mécaniques pour le mettre sur d'autres remontées mécaniques, entre autres, je pense, à la Flégère. On doit également limiter le bivouac. Ce qui fonctionne aujourd'hui est une première avec une obligation de réservation, mais il n'y a pas assez de contrôle. Le bivouac doit être plus régulé. On doit réserver des zones de bivouac, mais on doit les réguler. Et enfin, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il vous reste encore 40 secondes. 40 secondes.
j'ai une mission avec 12 collègues députés sur la transition économique des stations de montagne. C'était une mission qui a duré 6 mois, qui dit le climat se réchauffe, on ne pourra pas faire du ski partout. Et on a livré quelque chose de très concret avec 50 propositions, après avoir fait plus de 70 auditions. Et là, on a 50 mesures très concrètes pour réussir la transition dans les stations de montagne que nous pourrons appliquer ici. Et j'aurais aimé vous parler aussi de l'ensemble des mesures autour des déchets, mais j'en ai pas le temps. Mais vous aurez le temps tout à l'heure en matière de rattrapage. Merci, merci à vous. Jonas de Voissou. Moi, je voudrais qu'on retrouve, et je pense que c'est la position de notre liste, qu'on retrouve un peu de tolérance et un peu de partage. Faut se souvenir quand même qu'on est tous touristes quelque part à un moment donné. Alors il ne s'agit pas de nier qu'on a parfois des difficultés, notamment en haute saison touristique, pour gérer un certain nombre de problématiques, pour gérer, on a beaucoup parlé flux à l'instant, pour gérer évidemment les déchets, que ça cause un inconfort, voire parfois même de vrais problèmes à la vie dans la vallée. Mais il faut quand même pas oublier, Xavier l'a dit, c'est 70% de notre économie, c'est ce qui nous donne aussi les moyens de bien vivre ici dans cette vallée et de vivre confortablement. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Nous pensons que Chamonix continuera à vivre en partie du tourisme à l'avenir, clairement. Mais c'est un tourisme, et ça je rejoins les autres candidats aussi, qui doit faire sa mue d'un point de vue écologique. Avec ça vient aussi une certaine philosophie de la montagne et de l'accès aux espaces naturels. On a beaucoup entendu parler de jauges, de quotas. Alors, il y a un vrai sujet, c'est comment on les définit. Est-ce que c'est la capacité de charge d'un écosystème? Est-ce que c'est la dégradation de l'expérience client? Est-ce que c'est l'acceptabilité sociale par nos habitants? C'est sans doute un peu de tout ça. Mais nous, on est quand même attachés à ce qu'il y ait une liberté d'accès à la montagne. Parce que qui sommes-nous pour interdire à d'autres d'aller faire ce que nous adorons faire, ce que nous rêvons de faire et ce que nous faisons quotidiennement? Il y a une forme qui peut confiner parfois un peu à l'égoïsme. Et donc, on souhaite absolument penser l'homme aussi dans cet environnement-là, parce qu'à partir du moment où on a des gens qui sont sensibles à l'environnement, qui ne dégradent pas massivement cet environnement-là, nos sentiers, il y a des endroits, il va falloir effectivement mieux canaliser les flux, mais globalement, on a des sentiers qui sont bien entretenus. Notre montagne, elle n'est pas sale. Alors, il y a des effets négatifs, il faut les corriger, mais n'oublions pas quand même que, encore une fois, on est tous le tourisme, un touriste quelque part. Après, évidemment, les difficultés, on les a déjà évoquées. Nous, la stratégie, elle sera d'activer les leviers sur lesquels on peut intervenir, et notamment ceux sur lesquels on peut intervenir directement. Ça veut dire stabilisation des capacités d'accueil, pardon. Donc, effectivement, le stationnement touristique, ça va avec. On stabilise, on ne créera pas de grands parkings pour accueillir plus de touristes. Moratoire sur le nombre de lits touristiques. Donc ça, c'est une poursuite de ce qui a déjà été initié. Ça fait 25 ans qu'on a 82 000 lits touristiques dans la vallée. Je pense qu'on vit confortablement. On n'a pas besoin d'aller vers toujours plus. Stabilisation des capacités aussi sur les remontées mécaniques et fiabilisation, mais on ne va pas aller sur un développement massif de ces remontées mécaniques. Et puis, moratoire sur les événements. Notre idée, c'est d'améliorer la qualité de service sans monter en gamme systématique, parce qu'il y a d'autres stations qui le font très bien, ça ne fait pas partie de notre ADN chamonniard. Nous, ici, on a de la mixité, on a l'ensemble des publics, on est ravis d'avoir le campeur qui passe dans la rue des Moulins, à côté de quelqu'un qui va être peut-être extrêmement chic, mais ça fait partie de la richesse de notre territoire, et c'est quelque chose qu'on compte bien préserver. Et puis, un petit mot rapidement, parce que effectivement, le tourisme pose une difficulté, c'est celui de la dépendance. On l'a vu de manière particulièrement aiguë pendant la période Covid, mais on sait qu'on est dépendant aussi de phénomènes de mode qui peuvent changer avec des visiteurs qui peuvent avoir, par exemple, de moindres moyens, et ça peut nous fragiliser. Pour ce faire,
On souhaite réduire cette dépendance, créer une maison de l'entreprise qui sera chargée d'accompagner notamment les jeunes entrepreneurs, notamment les professionnels du tourisme qui souhaitent aussi peut-être se réorienter progressivement, de manière à ce qu'on puisse diversifier notre économie et réduire notre dépendance. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au bout des 5 questions, des 5 thématiques qui ont été évoquées. Et avant de conclure, et pour rattraper les temps de parole des uns et des autres, je vous propose de faire un dernier tour d'horizon avec, sur les 5 thématiques, au choix, un point que vous souhaitez véritablement mettre en avant. On commence avec vous, Sophie Persin. Vous avez 1 minute peut-être pour mettre en perspective ce qui vous paraît à vos yeux dans les différentes thématiques qui ont été abordées, ce sur quoi vous souhaitez insister. Vous avez 1 minute et le temps sera différent en fonction des uns et des autres pour rattraper le temps de chacune et chacun. Sophie Persin dans le micro, merci. Alors, je voudrais m'adresser à tous les habitants de Chamonix, de la vallée, qu'ils soient français, européens ou terriens, pour leur redonner envie de prendre leur place de citoyens dans la ville et dans les décisions et l'avenir qui les attend. Je pense que beaucoup de gens sont un peu dégoûtés de la politique, il y a de quoi. Et pourtant, le seul moyen de reprendre le pouvoir sur notre avenir, c'est de s'impliquer et si on met en place des conseils citoyens, je vous invite tous à y participer un peu, beaucoup, passionnément, mais à venir prendre votre place dans la prise des décisions qui impliqueront l'avenir de la vallée. Je vous remercie. François-Xavier Lafin, en 1 minute 30. Sur quoi vous souhaitez insister? Sur ce qui a été évoqué, mais peut-être aller plus loin sur tel ou tel sujet. Alors, peut-être revenir effectivement sur un des sujets qui passionne particulièrement les shifters, et c'est cette décarbonation. Nous avons effectivement, localement, et on a dressé certains éléments, on vous en a annoncé certains, la main sur des éléments locaux. Néanmoins, il va falloir que Chamonix reprenne sa place et que sa voix porte davantage sur des éléments qui sont au-dessus et qui nous dépassent. Parce que pour travailler la décarbonation, nous savons que 94% donc, de notre bilan carbone provient du transport de nos visiteurs, mais nous n'avons pas la main sur les politiques en amont du transport, nous n'avons pas la main sur les politiques économiques en amont, nous n'avons pas non plus la main sur les politiques sociales et nous n'avons pas non plus la main sur l'économie en amont. Du coup, il va falloir qu'on retrouve, pour améliorer ce bilan carbone, une cohésion avec nos voisins, avec notre région, avec notre département, avec l'État, pour qu'on puisse ensemble travailler sur ces 94% qui pénalisent notre bilan carbone pour les faire descendre. Nous savons que dans ces 94%, 50% sont générés par le trafic aérien et nous aurons besoin d'être ensemble, les Chamoniards, porter la voix de Chamonix et fédérer derrière nous l'ensemble des villes voisines, le département, la région, pour porter justement des sujets importants comme le transport auprès des ministères et pouvoir obtenir des résultats qui nous permettront de réduire effectivement ce bilan carbone lié au transport. Merci à vous. Jonas Devoissou, en 1 minute 35 pour être précis, sur quoi souhaitez-vous insister sur ce qui a été notamment évoqué par vous-même? En premier lieu, je pense que la politique, c'est une chose noble, à condition qu'on la mette au service d'une vision, qu'on la mette au service de l'intérêt général, évidemment, et qu'on la mette au service du temps long. Je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a réussi, honnêtement, parce qu'on peut toujours faire mieux, évidemment, mais globalement, on est fiers du travail qu'on a engagé. Vous avez probablement eu le programme déjà pour une majorité dans votre boîte aux lettres. On a à cœur d'être ambitieux. On a à cœur d'être ambitieux parce que cette vallée, parce que ce territoire, ce pays le mérite. Et puis, on veut l'être sur l'ensemble des enjeux. Ce soir, on a parlé tourisme, on a parlé transport, on a parlé logement, énergie renouvelable. La politique, elle touche à l'ensemble de ces questions-là.
Et l'ensemble de ces questions-là, elles doivent être traitées avec une vision stratégique. Moi, je pense qu'on a un volet sur lequel on doit aussi s'affirmer, c'est l'implication des enfants et des jeunes. Ça passe par la végétalisation de la cour d'école, ça passe par leur apprendre aussi la propreté de notre vallée à travers des opérations où on emmènera les enfants faire du nettoyage tous ensemble, faire des portages en refuge, leur faire comprendre quelle est la fragilité des écosystèmes en s'appuyant sur le CREA, Science Sandwich ou d'autres, parce que c'est eux, à terme, qui seront appelés aussi à être aux responsabilités et c'est eux qui vont nous pousser à être meilleurs. Merci à vous. Xavier Roseraine, vous avez 3 minutes pour insister sur un point en particulier. Merci, afin de rattraper donc, merci pour ces 3 minutes. Chacune, merci à vous. Alors, sur la première partie, je voulais terminer tout à l'heure sur les déchets. On souhaite vraiment avoir un plan déchets vallée propre qui s'adapte à nos pics de fréquentation. On ne peut plus aujourd'hui voir nos poubelles qui débordent en permanence pendant les fortes périodes. Il faut également favoriser l'économie circulaire. On a la chance d'avoir du coup une cuisine centrale aujourd'hui qui travaille très très bien avec des produits plutôt bio ou de proximité. Il faut vraiment conserver cette cuisine centrale et il faut continuer, alors à la fois par un projet qu'on fera de maraîchage et qui pourra permettre aussi d'alimenter cette cuisine centrale. On voudrait également aussi créer une charte pour que l'ensemble des chantiers, c'est une charte de chantier propre. Tous les chantiers qui seront réalisés à Chamonix devront respecter une charte autour de les déchets, la consommation, la qualité de l'air. Et puis continuer à aider les gens qui travaillent sur Chamonix zéro déchet pour qu'on vraiment diminue nos déchets, c'est la première chose. Et puis ces déchets, on doit aussi diminuer les déchets des gens qui viennent ici. Il faut qu'on puisse trouver du tri dans chaque meublé de tourisme, d'expliquer aux gens qui viennent en vacances ici qu'on peut trier, que ce n'est pas compliqué, qu'il suffit qu'ils aillent à 100 ou 200 mètres pour réaliser le tri. Ça, c'était la partie déchets. On doit aussi, il y a 60 mesures. Tout ce qu'on dit là, et la transition, ça doit être finançable. Et on est aussi pour le transport par câble quand c'est de façon mesurée, mais il ne faut pas qu'on vous vende un transport par câble qui partirait des Bossons pour aller jusqu'au Tour, parce que financièrement, ça ne fonctionne pas et ça serait du coup mentir. Voilà. Par contre, faire quelque chose qui puisse partir juste après l'Aiguille du Midi, au Grépon, comme c'était annoncé, pour aller centre-ville et après Brévent, je pense qu'il faut vraiment l'étudier. Et pour terminer, pour faire tout ça, il faut une équipe. Moi, j'ai été élu local pendant de nombreuses années. J'ai été à la communauté de communes quasiment pendant 10 ans. Il y a 9 ans que je suis parlementaire. Si vous nous faites confiance, en fait, je ne serai plus parlementaire parce qu'on ne peut pas être maire et député. Mais en tout cas, je voudrais cette expérience nationale et cette expérience locale vraiment la mettre à 100% pour Chamonix. Merci à vous. Avant de conclure, et pour peut-être vous poser une question à vous, vous quatre, vous avez exprimé beaucoup de choses et je pense que le public ici a remarqué parfois des similitudes, des nuances, parfois s'est interrogé aussi sur pourquoi sont-ils adversaires ou au contraire, il est évident qu'ils ont des regards très différents sur ces thématiques qui sont souvent des thématiques qui sont associées aux grands mots. Et au-delà des mots, l'idée c'était de pouvoir vous interroger, chacun, chacune, autour peut-être d'un projet concret ou d'une idée très concrète qui fera que les Chamoniards, les Chamoniardes, se diront il y avait un avant ce mandat et il y a désormais un après ce mandat. Jonas de Voissou, qu'est-ce qui fera véritablement la différence sur ces sujets après votre mandat? Qu'est-ce qui ressortira de votre mandat sur ce sujet-là, ou ces sujets? Question extrêmement difficile, parce que dans l'administration, en droit public, il faut être prudent avec notamment les nombreuses procédures, mais
J'ai déjà évoqué le télécabine urbain et contrairement à Xavier Roseraine, nous on y croit parce qu'on est capable de mettre 570 millions d'euros sur une ligne ferroviaire pendant 25 ans, parce qu'on est capable de mettre 70 millions d'euros pendant 6 ans sur une DSP bus, parce qu'on est capable de mettre 150 millions d'euros sur les Grands Montets. Et donc, être ambitieux et investir 300 millions d'euros, à peu près, c'est une fourchette aujourd'hui, l'étude nous dira ce qu'il en est réellement, ça ne nous paraît pas du tout impossible. Et au contraire, à 20 ans, à 25 ans, en termes de développement durable, en termes de transition écologique, si on veut pouvoir poser la voiture et avoir une alternative efficace, on est sincèrement convaincu que ce projet-là est de nature à changer en profondeur la mobilité, tout en étant tout à fait au fait que, bien sûr, qu'il y aura des difficultés sur un tel projet, mais si on ne l'imagine pas, si on n'essaye même pas, on n'y arrivera jamais. Jamais. Merci. Merci à vous. François-Xavier Lafont. Question similaire entre un avant et un après. Quel maire serez-vous sur ces sujets-là avec un projet peut-être très concret qui fera la différence? Alors, efficacité de l'action publique. Aujourd'hui, il faut être pragmatique, il faut ramener du bon sens. Et on a écouté les gens. On a identifié 2 problèmes majeurs, le logement et le stationnement. En 6 ans, nous avons les moyens d'initier une réelle conversion des problèmes de logement en direction des familles de Chamonix et des jeunes qui pourront être fixés sur la collectivité et sur notre territoire, qui est un territoire assez exceptionnel et dont nous sommes très fiers. Deuxième sujet que nous avons également identifié, les problèmes de stationnement. Dans 6 ans, nous aurons ce parking de Grépon qui est un pôle d'accueil, qui est même au-delà d'un parking, mais qui va pouvoir nous permettre d'accueillir dans de bonnes qualités, de travailler dans de bonnes conditions, de pouvoir libérer de la place sur la route, parce qu'on voudrait rajouter autant de bus qu'on veut actuellement. Tant qu'on n'aura pas enlevé de voitures, les bus n'iront pas plus vite. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on enlève des voitures. Donc un avant et un après, c'est la foncière est en place et les programmes sont livrés dans 6 ans. Le stationnement est réglé en partie par le Grépon et par cette zone d'accueil qui va encourager les touristes à s'arrêter. Et tout ça dans un contexte qu'il ne faudra absolument pas oublier, qui est la maîtrise indispensable de nos flux touristiques. Merci à vous. Sophie Persin, je vois que vous avez déjà pris l'habitude du micro. Ça vient. Mais dans la classe, quand j'étais institut, on n'avait pas... Bien devant la bouche. Oui. C'est l'étape 2. Merci à vous. D'accord. Question similaire, entre un avant et un après votre mandat, si vous êtes élu. Alors, si j'étais élue, comme je vous le disais, l'ADN du projet citoyen, c'est la démocratie participative et la transparence. La publication des documents, pas de retention d'informations, et vraiment mettre tout le monde autour de la table. Donc, de toute façon, on se considérera, les élus du projet citoyen, pas comme des élus, justement, mais comme des représentants de tous les gens avec qui on a envie de travailler pour savoir ce qu'ils veulent. Donc, l'avant et l'après, dans 6 ans, la vallée ressemblera à ce que vous voulez, parce qu'on va vous donner le pouvoir de proposer, de discuter, d'échanger, d'arriver à des consensus et de construire ensemble la vallée que nous voulons. Merci à vous. Xavier Roseraine, au-delà des mots, entre un avant et un après votre mandat, quel projet concret? Dans 6 ans, nous aurons réussi notre mandat si les Chamoniards arrivent à rester ici au pays et à se loger. Nous aurons également réussi notre mandat si les travailleurs, les gens qui vivent ici, les gens qui travaillent ici, puissent se déplacer, à la fois parce qu'on aura mis les excursionnistes, les gens qui viennent à la journée, sur un parking relais, et les autres, eux, auront le droit de se déplacer. On aura des parkings de proximité qui leur seront réservés. Et c'est la seule manière de pouvoir faire circuler nos bus et nos transports en commun sur l'ensemble de la vallée. On doit interdire aux gens qui viennent à la journée
de pouvoir se déplacer. Ça, c'est vraiment les deux priorités. Et si on fait ces deux choses-là, on aura vraiment réussi le mandat. Mais on peut aussi, pendant le mandat, s'autoriser à réfléchir à des choses à 50 ou à 100 ans où on doit enterrer cette route blanche qui aurait dû être fait depuis des années. C'est peut-être très ambitieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne nous empêche pas d'y réfléchir, même si nous, ce qu'on fera dès qu'on arrivera, on ne perdra pas de temps et on travaillera sur le logement et la mobilité de suite. Merci. Merci à vous quatre de vous être prêtés au jeu de cette audition où le fond a primé sur la forme, sans théâtre politique. Merci à vous pour le respect. Pardon d'avoir été parfois un peu rigide en matière de tenue de timing, mais merci d'avoir fait chacune cet exercice difficile. Merci à vous, évidemment, d'être venus ce soir. Merci aux équipes rédactionnelles, techniques. Merci donc aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont permis la réalisation de cette soirée, bien sûr. Sachez en tout cas que les candidates sont à votre disposition. Maintenant, si vous souhaitez échanger, aller plus loin sur un sujet en particulier, merci aux shifters pour l'organisation et l'initiative de cette soirée réussie grâce à vous. Et puis peut-être que le mot de la fin est une évidence pour tout le monde, mais dans les temps agités qui nous animent aujourd'hui, il y a un mot de la fin qui tient en 5 lettres pour les 15 et 22 mars prochains. Votez. Merci à vous, excellente soirée, à bientôt. Merci. Merci à vous.